Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Et donc du coup, il est parti, il est pas revenu en fait. Et on a passé l'après-midi comme ça, on a rappelé nos copains qui sont venus chez nous. Et on a fini par appeler la police en fait, parce que le soir tombait et qu'il n'était pas là. Et donc on a appelé la police. Et on a eu un appel en plein milieu de la nuit d'un hôpital à Vancouver disant qu'il l'avait retrouvé en fait et qu'il était interné dans un service psychiatrie. Au début de sa vie d'adulte, Élise Bulté rencontre 2 Canadiennes par le biais de son meilleur ami. Rapidement, partir vivre au Canada afin de découvrir le pays dont elles viennent devient une évidence. Et la voilà qui s'envole avec son ami et son petit copain de l'époque en direction de Vancouver, sur la côte ouest canadienne. Son objectif est alors d'y passer 1 an avec son ami et son petit copain en PVT, le PVT étant un permis vacances-travail. Mais dès les premiers jours sur place, il y a un truc qui cloche. Son meilleur ami n'est pas tout à fait lui-même. Et rapidement, Élise se retrouve avec une énorme crise à gérer. L'angoisse de ne pas savoir, de ne pas connaître le système de santé. Au bout de quelques semaines, son ami repart en France, de manière un peu précipitée, et la voilà qui reste, avec son petit copain, à vivre une aventure qu'elle avait rêvée à 3. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Je suis Anne-Fleur Andrely. Je m'appelle Élise, j'ai 31 ans, j'habite donc à Lille, dans le nord de la France. Je suis pacsée à mon amoureux qui s'appelle Alexis et on a une petite fille qui va avoir 4 ans bientôt. Je pense que quand ce sera diffusé d'ailleurs, elle aura 4 ans. Dans la vie, je suis multitâche. C'est-à-dire que je fais plein de choses. Donc, je fais des podcasts. J'ai un podcast qui s'appelle Prenons un café qui parle de parentalité sans tabou ni complexe, dans lequel justement tu as été invitée il y a quelques mois maintenant. Voilà, sinon, je suis aussi rédactrice, je suis aussi éditrice, mais ça, je le fais beaucoup moins maintenant parce que je me concentre davantage sur le podcast, en fait. Donc, on va parler du coup de ton voyage au Canada, qui s'est passé du coup il y a une dizaine d'années, c'est ça ? Un peu moins, je suis partie c'était les élections en France en 2012. D'accord, 2012, ouais, donc presque. Ouais, c'est vrai qu'on est en 2021, moi dans ma tête on est en 2018 si tu veux. Donc... Oui, c'est ça. J'aimerais bien du coup revenir un tout petit peu sur ton enfance et voir la composante voyage en fait chez Élise en grandissant. Est-ce que ça a été quelque chose qui était très important pour toi ou est-ce que ça a été quelque chose auquel tu aspirais mais auquel tu avais moins d'accès ? Comment ça s'est passé ? Alors, les voyages dans mon enfance, c'était inexistant, complètement inexistant. J'ai pas voyagé du tout. Je partais pas en vacances tous les ans parce que j'avais des parents qui étaient entrepreneurs, qui étaient à leur compte et qui travaillaient beaucoup. Et ça passait au-dessus du reste en termes de loisirs, entre guillemets, on va dire. Donc, on partait pas spécialement beaucoup en vacances. Et quand on partait, ça restait en France, on partait pas à l'étranger. On est parti une fois à l'étranger quand j'avais 18 ans. On est parti en Tunisie, mais tu vois, c'était pas non plus... C'était très organisé, c'était pas un voyage vraiment... partir à l'aventure et allons-y. Moi, enfant, je pensais pas que c'était possible. Enfin, c'est pas partie de mon quotidien ni de mon environnement, donc j'envisageais pas en fait de partir. L'étranger m'appelait pas. Je n'appelais pas l'étranger non plus. Alors, du coup, c'est marrant parce que tu dis c'était pas vraiment voyage parce qu'on est parti pas vraiment à l'aventure. C'est quoi ta définition du voyage, du coup ? Pour moi, le voyage, c'est d'aller s'imprégner de ce qui se passe vraiment en fait ailleurs, d'aller vraiment rencontrer les personnes qui vivent, l'immersion, quoi. Ouais, c'est ça, c'est de l'immersion et c'est pas juste du tourisme où tu prends ton sac à dos et ton pique-nique et tu vas visiter tous les points touristes, tu regardes les points de vue et puis tu rentres à ton hôtel. Moi, ça m'intéresse pas dans le voyage. Alors du coup, donc a priori, le voyage faisait pas forcément partie de ton champ des possibles. Tu savais même pas que tu pouvais vraiment y avoir accès. Donc d'où est venu ce déclic un jour ? Donc tu avais quoi, 21 ans, 22 ans ? Quand je suis partie, j'avais presque 23 ans. En fait, quand j'étais à la fac, mon meilleur ami, lui, son père s'est remarié avec une Canadienne en fait. Donc voilà, ça part de là surtout.
Et quand il avait 18 ans, il est parti en échange au Canada dans une famille canadienne. Quelques mois, et en fait là-bas, dans la famille dans laquelle il était, il y avait 2 filles, donc des jumelles, qui sont ensuite venues en France quand on était à la fac, et je les ai rencontrées et je suis devenue très amie avec ces filles. Donc c'est comme ça que le Canada a commencé à m'attirer, et voilà. Donc ça, c'était en 2009. Donc c'était quand même un peu de temps avant le départ. Ouais, c'était en 2009. Elles sont venues pendant 2 mois, et voilà, c'était vraiment trop chouette. Et puis on s'était dit comme ça pour rigoler, vous êtes là, on s'est trop bien entendu. La prochaine fois, c'est nous, quoi. Et finalement, on en parle comme ça, c'est devenu un vrai projet, et c'est devenu surtout indispensable en fait. Il fallait que je parte. Quand je suis partie, c'était ça ou rien. Enfin, c'était devenu un besoin indispensable. Ah ouais, c'est dingue, d'accord. Presque obsessionnel, quoi. Ouais. Du coup, donc c'était le Canada ou rien. Ah oui, non, c'était pas je pars en voyage, c'était je pars à Vancouver. Tu connaissais, donc tu n'étais pas forcément partie au Canada avant, mais tu en connaissais quoi du Canada avant de partir? Alors moi, j'avais l'image du Québec, parce que c'est ce qu'on voit en France en fait. Comme c'est francophone, j'imagine que c'est la raison pour laquelle on voit ça en premier. Moi, le Canada, c'était la neige, les -40 en hiver et l'accent de Céline Dion. C'était Ouais. ça pour moi le Canada, sauf qu'en fait, moi, là où je suis allée, mon Canada, moi, ne ressemble en rien à ça, mais vraiment en rien. Comment du coup t'as préparé ce voyage? Parce que finalement, t'es pas partie toute seule. T'as rencontré donc ces 2 filles par ton meilleur ami. Ouais. Est-ce que c'était quand même toi l'impulsion de ce voyage, ou est-ce que c'était un projet commun et vous étiez complètement alignés, ou est-ce que tu as eu à convaincre quelqu'un de venir avec toi? J'ai jamais eu à convaincre personne de venir avec moi, parce que dès le départ, ça a été un projet en commun. Au début, les personnes n'étaient pas forcément déterminées sur ça. Bon, en fait, je pense que l'impulsion venait surtout de mon meilleur ami, donc parce qu'il y était déjà allé, qu'il connaissait bien la culture canadienne, et parce qu'il avait les contacts aussi pour nous aider à y arriver. Donc l'impulsion venait de lui, en tout cas l'idée. Le cerveau de l'opération, c'est moi. Clairement, le cerveau organisationnel de l'opération, c'est moi. Et il y avait une troisième personne, parce qu'en fait, on n'est pas parti à 2, on est parti à 3. Et ça fait partie aussi de l'histoire, assez importante. D'ailleurs, c'est une partie importante de l'histoire. On est parti à 3, donc à l'époque, quand on a décidé et quand on a commencé à organiser le voyage, on n'était que 3 amis. Il se trouve qu'au bout d'un moment, c'était devenu mon meilleur ami et mon petit ami de l'époque. En fait, on est parti donc à 3, parce que parfois les relations d'amitié se transforment, surtout quand on a 20 ans et pleine d'hormones. Donc on est parti à 3, mais vraiment le cerveau organisationnel de tout ça, ça a été moi. Et alors, vous vous êtes tout de suite dit on va faire un PVT, ou comment est-ce que tu as découvert ce statut qui est si particulier? Et je sais pas si tu veux peut-être commencer par le définir, parce que tout le monde ne connaît pas forcément ce que c'est. Ouais, bien sûr. Alors le programme vacances-travail, donc PVT ou Working Holiday Visa, donc WHV, c'est un visa qui permet de partir dans un pays étranger. En fait, la France a des accords avec plusieurs pays pour le PVT, dont le Canada. Donc ça te permet en fait d'avoir un permis de travail dans un pays étranger. Donc là, c'était le Canada pendant 12 mois. Je sais pas depuis quand, mais moi à l'époque c'était 12 et maintenant c'est 24. Et en fait, il faut appliquer, à partir d'une date où tu donnes ta candidature, et à partir de là, en fait, tu as tout un dossier à remplir, à envoyer, et l'ambassade décide si oui ou non tu es prise. Mais généralement, en fait, c'est pas... si t'as pas commis de crime contre qui que ce soit, c'est ok. Enfin, il y a des conditions. Il faut avoir moins de 35 ans. Et je crois que c'est une des seules conditions, être majeur et avoir moins de 35 ans pour partir, et pas avoir commis de crime. T'envoies un dossier, il te pose plein de questions sur tes intentions, sur ce que tu veux faire, t'as une demande de CV, tout ça. Et en fait, t'as une petite nuance aussi si tu veux travailler dans tout ce qui est care, dans tout ce qui est santé, ou même si c'est du soin d'enfant, il faut que tu passes une visite médicale, parce que moi je l'ai faite, et il faut passer une visite médicale particulière pour voir si tu es apte à le faire, médicalement parlant. D'accord. Mais sinon, t'envoies ton dossier et t'attends ta réponse. Sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour partir au Canada, parce qu'il y a énormément de demandes. Il y a beaucoup plus de demandes que de places. Moi, à l'époque, quand je l'ai fait, ça a été la première année où les visas sont partis en 15 jours. Avant, on pouvait faire ça envoyer le truc un mois après, on pouvait le faire. Là, non, à l'ouverture, il fallait envoyer ton dossier, parce qu'en fait, je crois que c'était 3000 places. C'est 3000 places par an qu'il y a. Et en 15 jours, il n'y en avait plus. Ouais. Aujourd'hui, ça se compte en heures. Enfin, je veux dire, il faut être connecté et il faut cliquer, sinon tu n'as pas ta place. Ouais.
On en avait discuté avec Astrid dans la saison 1. Effectivement, elle nous racontait que ça partait vraiment en 2 secondes. Le site sature. C'est ça. Et ça, je pense que les saturations, parce que moi, quand je l'ai fait, donc moi, c'était la session 2011, fin 2011, et à la session 2012, déjà, ça partait en 3 jours. D'accord. Donc du coup, vous vous lancez donc avec un PVT. C'est quoi du coup votre objectif en partant? Tu y vas pour faire quoi? Pour voir quoi? Bon, pour voir qui, on a compris. Je sais pas si tu veux devenir quelqu'un, si tu veux apprendre quelque chose. T'as quoi en tête du coup? Alors moi, à la base, je devais partir en fait 6 mois. Moi, l'idée, c'était, c'était après ma licence et je voulais reprendre un master en fait en France. Et je m'étais dit, comme les applications pour le visa, ça se passe en novembre, je peux avoir mon visa en janvier ou en février. Je pars dès que je l'ai et je rentre pour la rentrée de septembre universitaire. Bon, ça s'est pas fait comme ça finalement. Je suis restée plus longtemps. Et c'était l'idée de partir et d'avoir une expérience à l'étranger parce que c'était le moment ou jamais. Parce que dans ma tête, c'était après les études, je vais avoir un job et puis après, je vais construire ma vie et je le ferai plus en fait. Parce que dans ma tête, à ce moment-là, le schéma de la vie, c'était faire des études, avoir un travail, se marier, avoir un enfant. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Mais en tout cas, à l'époque, c'était ça et c'était le créneau où je pouvais profiter de ma vie en fait. C'était surtout comme ça que je le voyais. C'était partir, trouver un job et surtout vivre des expériences que j'aurais pas vécues en France et puis me mettre dans une immersion dans un pays où on parle pas ma langue et en plus l'anglais. Moi, j'ai toujours été fascinée par cette langue et j'avais très très envie d'aller dans un pays où en fait on parle anglais tout le temps. Parce que oui, à Vancouver, on parle pas français. Pour ceux qui ne connaissent pas Vancouver, tu pourrais nous le situer un peu sur une carte au Canada? Bien sûr. En fait, Vancouver, c'est sur la côte Pacifique. Donc, en fait, c'est vraiment à l'opposé du Québec. C'est à l'autre bout du Canada, de l'autre bout du continent, par rapport à nous qui sommes en France, en tout cas là où je suis. Donc, c'est vraiment à l'autre bout. Et en fait, c'est à la frontière avec les États-Unis parce qu'on est à 2 heures de Seattle quand on est à Vancouver. Donc, c'est vraiment la côte Pacifique. Tout en bas, c'est le sud-ouest. Ouais. C'est quoi? C'est 9 heures de décalage avec la France? C'est ça, 9 heures, ouais. Donc, vous voilà, partis, tous les 3, sac à dos. C'est parti à l'aventure. Comment se passe l'arrivée? Comment est-ce que tu te sens? Enfin, tu t'as tout à découvrir, en fait, à ce moment-là. Ouais. En fait, l'arrivée se passe un peu d'une façon particulière parce que je suis pas partie avec les garçons. Les garçons sont partis une semaine avant moi parce que moi, ayant passé la visite médicale, ça a pris plus de temps pour que j'obtienne mon visa. Donc eux, ils sont partis le pire, c'est qu'ils sont partis. C'est moi qui ai pris leur billet d'avion, c'est moi qui ai tout fait, mais ils sont partis, tu sais. Donc ils sont partis tous les deux pendant, je crois que c'était une semaine, 10 jours comme ça où ils ont été qu'à deux et moi je les ai rejoints après. Et je suis arrivée sur le sol canadien le 14 février 2012. Ah, pour la Saint-Valentin. Et oui, j'ai été accueillie avec des roses et tout en mode Love Actually, c'était magnifique. Ah, c'est génial. C'était très drôle ceci dit et c'était vraiment chouette. Et en fait, l'avantage qu'on avait, c'est que du coup, la belle-mère de mon meilleur ami avait un appartement à North Vancouver, donc en fait on n'avait pas la question du logement. Elle nous l'avait prêté au début, avant, pas pour tout le temps du séjour, mais pour qu'on puisse avoir un pied-à-terre pour trouver un job et tout ça, et seulement après trouver notre propre appartement. Donc on n'avait pas vraiment de pression en fait. Finalement, quand on est arrivé, moi je suis arrivée là-bas en mode vas-y c'est génial, j'ai ma grosse valise, elle est hyper lourde, mais je m'en fiche, je sais où je vais habiter et let's go, on part à l'aventure. Et surtout sur les premiers jours, les premières semaines, on s'était pas du tout mis en mode il faut que je trouve un job. C'était j'ai des économies, j'en profite un petit peu et puis on verra après pour le job. On va déjà voir l'environnement, comment ça se passe, s'imprégner un peu de tout ça et après, on partira sur la recherche du fameux job. Ça s'est vraiment pas passé comme ça d'ailleurs, mais mais c'était l'idée. Mais c'était vraiment en mode étudiante, si tu veux. Tu vois, j'étais juste une étudiante qui partait à l'étranger et qui, pour la première fois de sa vie, avait aucune obligation, aucune attache. Parce que j'avais ça aussi. Moi, mon voyage au Canada a surtout été une grosse fuite. Je suis partie et c'est pour ça que ça devenait une urgence. C'est que moi, je voulais absolument fuir tout ce qui se passait en France. C'était le moment où mes parents étaient en plein divorce. C'était le gros caca, clairement. Et j'avais juste envie de fuir. Donc moi, je l'ai vécu comme un immense sentiment de liberté. En fait, quand je suis arrivée au Canada, c'est OK. En fait, de toute façon, je suis trop loin. Ils peuvent pas me rattraper. Ils peuvent rien me dire si je réponds pas au téléphone. C'est pas grave. Et ils peuvent pas me retrouver. C'était vraiment ça. J'avais vraiment ce sentiment-là de liberté. Tu m'as dit que tu étais très intéressée par l'anglais. Tu parlais anglais, toi, avant de partir? Tu parlais bien? Oui, je parlais bien anglais, mais de façon assez scolaire.
Après, enfin, je veux dire, quand Sydney Laurel, donc mes amies canadiennes, étaient en France, elles parlent pas du tout un mot de français. Et les échanges se passaient toujours super bien. Elles m'ont même toujours dit qu'elles étaient épatées par rapport, voilà. Donc je savais très bien me faire comprendre, ça c'est pas un souci. Par contre, mon accent est pourri. Hein. J'ai l'accent typique français, ça c'est sûr. J'ai pas l'accent du Nord, mais j'ai clairement un accent français quand je parle en anglais. Il y a des mots que je ne sais pas dire, tous les mots en TH là, ça je sais pas les dire. Mais il n'empêche que je comprends très bien. Ça, j'ai jamais eu de problème de compréhension et je sais me faire comprendre. D'accord. Alors tu sais te faire comprendre, sauf pour dire ton prénom. Raconte-moi. Oui. C'est vrai. Oui, parce qu'en fait, mon prénom, je savais jamais comment le prononcer. Donc, quand je disais Élise juste avec mon accent à moi, les gens comprenaient pas ce que je disais. Et quand j'essayais de le dire avec un pseudo accent anglais, les gens comprenaient Alice. Et c'est assez drôle parce qu'Alice c'est le prénom de ma fille aujourd'hui. Donc, c'est trop pas drôle. Ça. Mais il y a un lien du coup? Non, ça a pas du tout de lien. Non, mais c'est assez drôle. Et du coup, c'est vrai qu'après, j'y ai pensé. Je me suis dit, bah c'est cool parce que si elle part à l'étranger, ben tout le monde comprendra son prénom. Pourtant, Élise, c'est pas un prénom si compliqué dans les faits, mais c'est pas en anglais, tu as le prénom Élise, mais c'est Ellis, tu vois, E2LIS. Ouais. Et c'est une autre façon de le dire et j'ai jamais réussi à le dire de façon à ce qu'ils comprennent vraiment. Alors je l'écrivais. Ouais. Tu vois, sur mon téléphone ou sur un bout de papier, c'est ça mon prénom. Et du coup, j'attendais qu'il le prononce. Et puis voilà, c'est bon. Alors, j'ai une anecdote là-dessus, un truc un peu similaire. Alors, Anne Fleur en anglais, je te laisse imaginer, c'est un petit peu compliqué à faire comprendre. Alors, à la fin, je disais Anne, mais même Anne, en fait, ça se dit Anne en anglais. Donc, Anne, il ne le comprenait pas. Et ça m'est arrivé, du coup, où donc j'étais au Starbucks, tu sais, puis quand tu vas au Starbucks, tu donnes ton nom, puis on t'appelle ensuite, une fois que ton café est prêt. Et sur ma cup en carton, c'était la lettre N, parce qu'il n'avait pas compris mon prénom. Et ils avaient juste compris que c'était N pour la lettre N. Pour te dire à quel point mon accent à l'époque était tout pourri, mais ouais, les prénoms, c'est pas facile. Bref, je passe à autre chose. Du coup, nous voilà, ce fameux 14 février. Tu retrouves donc ton meilleur ami et ton mec. Comment ça se passe? Donc, je les ai rejoints le 14 février 2012 et là, l'aventure a commencé. Ouais. On était tous les jours partis en vadrouille. Ouais. On partait, c'était vraiment ça notre quotidien en fait au final. On faisait des courses pour l'appartement, on allait visiter des trucs, pas forcément toujours ensemble d'ailleurs. Mm-hmm. On passait des petits temps de temps en temps au Starbucks pour parler à la famille qui s'inquiétait parce qu'ils faut quand même mettre les choses dans leur contexte. On est juste 3 personnes de 20 ans qui sont parties vraiment à l'arrache, quand même, mine de rien, quand ils pensent, qui avons décidé de partir au Canada. On a dit ça à nos familles, on dit on part au Canada. Ils ont juste, ils avaient rien à dire, en fait. On n'a jamais demandé l'autorisation de personne, juste on s'est barré. Il y avait peut-être un peu d'inquiétude en France, voilà. Et on n'avait pas Internet dans notre appartement. Et à l'époque, c'était le Starbucks. Je sais pas si aujourd'hui ça se passerait encore comme ça. Ils ont toujours eu toutes les connexions gratuites au Starbucks, en tout cas aux États-Unis. Bah tu vois, et il y en avait un à côté de notre appartement, donc c'était 2 fois par semaine des matinées au Starbucks pour communiquer avec les familles, et puis le reste du temps des balades dans Vancouver, découvrir un peu la ville. Des soirées avec Laurel aussi qui nous présentait à ses copains, à ses amis, donc c'était nos premières interactions avec le monde extérieur et c'est ça qui était cool aussi, c'est comme on avait nos contacts étaient locaux, on n'a pas eu ce truc de trouver des personnes canadiennes et le lien s'est fait facilement parce qu'en fait on nous présentait, donc c'était assez facile du coup pour rencontrer des gens, même si le lien amitié était difficile. Ça, d'ailleurs, c'est un truc que, à force d'écouter des podcasts et d'entendre des témoignages d'expats, c'est compliqué parfois de rentrer vraiment avec un vrai lien d'amitié, un lien construit avec des personnes à l'étranger, avec les locaux, en tout cas les natifs, avec des Français à l'étranger. Non, ça c'est facile et c'est toujours marrant d'ailleurs. Mais en même temps, on n'a pas eu de mal du coup à rencontrer des gens. Ça, c'était cool. On avait déjà une vie sociale, alors qu'on venait à peine d'arriver. Ça, c'était bien. Comment t'expliques cette difficulté à peut-être à tisser des liens hyper profonds avec des locaux? C'est quoi? C'est une différence culturelle? C'est pas les mêmes attentes parce qu'on est différents? Comment t'expliques tout ça? Alors moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'en fait, pour eux, en tout cas au Canada, les amitiés sont de longue date. Si tu veux, ils se sont rencontrés quand ils étaient ados ou voilà, et les liens vraiment se créent sur la durée et pas sur l'intensité du moment. Alors que, et je le remarque encore aujourd'hui, moi, tu vois, mes amis en France, c'est pas des amis que j'ai rencontrés depuis super longtemps. Pourtant, les liens ont été forts tout de suite. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu peux pas faire, en tout cas pas à Vancouver et pas là où j'étais.
où tu peux pas avoir de lien très très fort comme ça assez vite. Ceci dit, quelques années plus tard, je suis retournée au Canada pour assister au mariage de Sydney et j'ai rencontré beaucoup de la famille de Sydney, avec des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et que j'ai vu pendant une semaine. Donc ça se vérifie pas en même temps. Mais c'était un contexte particulier parce que le mariage, tu as l'impression de faire partie de la famille. Ils étaient assez impressionnés que je fasse tous ces kilomètres pour assister au mariage. Et j'étais enceinte en plus. Enfin, c'était toute une histoire. Et donc, du coup, c'était autre chose. Mais en tout cas, en y vivant et en étant au Canada, en y habitant, j'ai ressenti que c'était plutôt des relations de longue date plutôt que de quelqu'un que tu viens de rencontrer. Vous passez donc ces premières semaines à visiter. Vous cherchez du boulot tout de suite ou... On n'a pas eu. D'accord, ouais. On n'a pas eu le temps de trouver du travail tout de suite parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave quand on était au Canada. Et il peut y avoir de l'émotion dans ce discours parce que c'est la première fois que j'en parle. Donc, en fait, 3 semaines après notre arrivée au Canada, on a fait une soirée avec Laurel et Sydney et Calvin, donc qui est aujourd'hui le mari de Sydney, qui eux habitaient à Merritt, donc c'est à 3 heures de Vancouver, et qui étaient descendus justement pour faire une soirée avec nous. Et en fait, pendant la soirée, mon meilleur ami a eu des crises un peu comme de la démence en fait, un peu. Où il est parti complètement en live. Enfin, il a déraillé complètement sur le plan psychique et en toute transparence, ils avaient fumé. Donc au début, on a mis ça le compte sur un bad trip. Ouais, voilà, sur ça, sur un bad trip. Et d'ailleurs, ne fumez pas, c'est mauvais pour la santé. Mais donc on a mis ça sur le compte d'un bad trip et on s'est dit ok, il réagit mal parce que peut-être que voilà, c'était trop fort, ou en fait, il faisait des allers-retours entre la salle la table de la salle à manger et le salon, où il prenait un cahier et il écrivait des trucs. Il écrivait des trucs. Il faisait des dessins. Il revenait, il repartait. Et en fait, il faisait que ça. Que ça. Donc, c'était étrange, mais on s'est dit, ok, enfin, de toute façon, il avait l'habitude d'écrire dans des carnets. Enfin, il a toujours fait ça et c'était pas problématique. Mais là, il avait l'air très inspiré. Enfin, vraiment très, très inspiré sur ça. Et donc, voilà. Les copains partent. On va se coucher. On se dit, bah voilà, peut-être que demain ça ira mieux en fait. Et en fait, la nuit a été atroce. Enfin, c'est une des pires nuits de toute ma vie de toute façon, parce que ça a été, on n'a quasiment pas dormi parce que on était à l'affût en fait. Lui, il a pas dormi. Lui, il a pas dormi du tout et en fait, on l'entendait bouger. Il continuait à faire ses allers-retours et à être dans son délire en fait. Il était plus là. Enfin, il était plus là. Psychologiquement et mentalement. Donc la nuit se passe comme ça. Le lendemain matin, on range l'appartement parce que on avait fait un peu de bazar. Et lui s'en va. Il s'en va et dit pour aller chercher des clopes. En bon français, nous étions fumeurs. Donc vous arrivez encore à communiquer avec lui en fait. Ouais. Il avait encore à ce moment-là des moments de présence. Il s'en va chercher des clopes, sauf qu'en fait son paquet de clopes, il a mis 3 heures à aller le chercher. Et quand il est rentré, il n'avait pas de paquet de clopes. Et là, il a commencé à vraiment dérailler et à nous dire des trucs, qu'il avait vu Jésus, qu'il avait vu Bouddha. C'était vraiment des trucs très religieux. Et en fait, en gros, il se prenait pour un de ses dieux, en fait. Et puis, en fait, d'un coup, il parle comme ça. Puis nous, on était en train de passer l'aspirateur, en train de surveiller tout ça. Et en fait, là, il est reparti pour encore une fois aller chercher un paquet de clopes, sauf qu'il est parvenu. Et ça, c'était en début d'après-midi. Et on a passé toute l'après-midi à pas avoir de nouvelles. Et puis, à l'époque, on n'avait pas encore de téléphone portable. On venait d'arriver et puis on avait un téléphone et c'était moi qui l'avais, donc c'était pas forcément très utile, mais on n'avait qu'un seul téléphone canadien et donc du coup il est pas revenu en fait. Et on a passé l'après-midi comme ça. On a rappelé nos copains qui sont venus chez nous et on a fini par appeler la police en fait, parce que le soir tombait et qu'il n'était pas là. Et donc on a appelé la police. Et on a eu un appel en plein milieu de la nuit d'un hôpital à Vancouver disant qu'il l'avait retrouvé en fait et qu'il était interné dans un service psychiatrie. On se posait beaucoup de questions et on pouvait pas y aller avant le lendemain matin. Donc on a dormi ce qu'on pouvait. Et le lendemain, on part avec Laurel parce que du coup c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que ça faisait 3 semaines qu'on était là. L'anglais, oui, on comprend, mais alors le jargon médical, non. Quand t'as les émotions qui viennent aussi, c'est... Ouais. C'est difficile. C'est difficile et puis c'était très flippant surtout. Ouais. On savait pas. Puis tu te dis, il est dans un hôpital psychiatrique. Ça ressemble à quoi un hôpital psychiatrique en fait? Tu sais pas. Toi, tu vois les films, tu vois. Moi, j'avais vu des films où il y avait des hôpitaux psychiatriques. Là, le film avec Alberi là. Et tu dis mais en fait ça va être ça. C'est quoi? Moi, je flippe. Et puis on connaissait rien non plus au système médical canadien.
qui est différent du nôtre. On savait pas s'il fallait qu'on paye quelque chose, il fallait pas. Enfin, on n'avait aucune idée. Donc on s'est dit, on n'y va pas tout seul. Ça c'est pas possible. On peut pas y aller que tous les deux. Donc on a demandé à Laurel de venir avec nous. Elle est venue avec nous. Donc heureusement qu'elle était là d'ailleurs. Et heureusement qu'en fait on connaissait des gens canadiens sur place en fait, parce que je sais pas comment on aurait fait. C'était pas gérable. Donc on allait le chercher et en fait ils nous l'ont rendu. Genre voilà, il est sorti. Ils nous l'ont rendu en disant il a fait un breakdown et ils nous l'ont rendu, sauf qu'il n'était pas du tout normal quand ils nous l'ont rendu, hein, mais on est reparti avec lui en fait. Et si je peux me permettre, du coup, pourquoi est-ce qu'ils l'ont interné? Parce qu'ils l'ont retrouvé en pleine nuit. Oui, mais quand on retrouve quelqu'un en pleine nuit, on le met pas à l'hôpital. Non, mais parce qu'il n'était pas cohérent du tout. Enfin, il disait des trucs vraiment pas cohérents et puis surtout. Je sais même pas d'ailleurs comment ils ont pu retrouver notre numéro, comment ils ont eu. Enfin, je sais pas en fait comment tout ça. C'est vrai que c'est des questions que je me suis même jamais posées. Je sais pas comment ils ont fait pour nous retrouver à notre adresse. Enfin, je sais pas du tout. D'accord. On l'a récupéré, on est allé manger. Je me souviens, c'était un KFC. Enfin, on est allé manger et on est rentré à l'appartement. Et là, pour le coup, ça. Après, ce qui s'est passé, ça a été vraiment quelque chose de très très difficile à vivre parce que là, il était plus jamais là en fait. Il y avait il a fait des crises de schizophrénie. Donc, il y avait 5 personnalités différentes qui s'exprimaient à tour de rôle. Donc, ça fait très, très peur. Et pendant toute la journée, et ça s'est jamais arrêté. Donc, en fait, c'était un coup, il y avait la personnalité enfant qui ressortait. Un coup, il y avait la personnalité de Dieu qui ressortait. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et ça a duré toute la journée. Ah là, ça a dû être dur pour vous cette journée. Il avait jamais vraiment fait ça du tout avant? Non, jamais. Non, jamais. Et là, tu peux plus mettre ça sur le compte d'un bad trip de la drogue, en fait. C'est pas possible. C'est, voilà. Avec le recul, on a vu qu'il y avait eu des choses précurseurs, mais qu'on n'aurait jamais imaginé parce que c'est des choses qu'on connaissait pas. C'est une maladie qu'on connaissait pas, qu'on n'avait jamais vue. À 20 ans, t'as pas de raison d'y penser. Voilà. T'es à milieu d'imaginer qu'un truc comme ça va t'arriver. En plus, t'es à l'autre bout du monde, tu connais personne. On avait sa responsabilité, en fait, parce qu'il fallait aussi après, je vais y revenir après, mais du coup, il y a eu toute cette journée de crise et la nuit, en fait, non, c'était cette nuit-là qui a été la pire, je crois, de toute ma vie, parce que, en fait, on pouvait pas dormir, il fallait toujours quelqu'un avec nous, et à un moment, en fait, la chance qu'on avait, c'est qu'on était au rez-de-chaussée, donc on n'avait pas d'inquiétude sur le fait qu'il puisse sauter par la fenêtre ou quoi. Et en fait, cette nuit-là, il y a eu un truc, où il s'est mis à la fenêtre, et c'était assez étrange, et là, en fait, on a dit, on peut pas gérer ça. On peut pas gérer, on sait pas ce qu'il faut faire, donc on a appelé le 911 et des personnes sont venues le chercher. C'était la police qui est venue, c'était des policiers. Il y avait une femme et un homme qui étaient très très bienveillants et très sympas avec nous, qui nous ont rassurés et qui nous ont dit exactement où ils allaient l'emmener et qui ont été vraiment très à l'écoute. J'ai été très impressionnée d'ailleurs par ça parce que je pensais pas, tu vois, que ça allait être comme ça. Et donc en fait, ils l'ont emmené. Ce qui a été très impressionnant, c'est qu'ils l'ont menotté quand même. Ça, c'était dur aussi à regarder. Et ils l'ont emmené dans un hôpital à North Vancouver. Donc, North Vancouver, c'est la petite ville au-dessus de Vancouver. On habitait à North Vancouver. Et puis, voilà. Nous, on a fini la nuit comme ça. On savait au moins où il était. Le lendemain matin, on a demandé à Laurel d'appeler pour savoir, voilà, ce qu'il en était. Ils nous ont dit qu'il dormait, mais ils l'ont mis sous sédatif, en fait. Et il a dormi pendant plusieurs jours. On n'a pas pu le voir et on savait pas ce qui se passait. Mais entre-temps, en fait, il a fallu appeler la famille. Alors, la famille en France, en fait, pour expliquer ce qui se passait alors qu'on ne comprenait pas, nous-mêmes. En plus, on n'était pas sa famille non plus au Canada. Donc, pour avoir les informations, c'était assez compliqué parce qu'on n'était pas, on n'était ni représentant légal, ni on n'avait pas le même sang. On était juste amis, mais en même temps, on était les seules personnes à être là et à représenter, une quelconque autorité. Bien sûr. Sur le sol canadien. Donc, en fait, mais ça va parce qu'en fait, ils nous ont quand même donné beaucoup d'informations. On a appelé sa famille, il a fallu leur dire. Et donc, en fait, pendant des semaines, on a été le relais entre la famille et lui. Et nos journées, en fait, c'était partir à l'hôpital et répondre aux coups de téléphone. Et ça a été ça pendant 3 semaines. Au final, au bout d'un moment, parce que sa mère pouvait pas venir parce qu'elle avait pas de passeport. Enfin, tu vois, c'est plein de trucs comme ça qui étaient pas mis en place. Sa belle-mère, du coup, comme elle était canadienne, c'était plus facile. Elle est venue, mais pareil, en fait, elle est juste mariée à son père. Tu vois, c'est pas sa mère. Donc, il y a eu encore tout ça. Et au final, au bout de 3 semaines, il a été rapatrié en France parce que sa belle-mère est arrivée et qu'elle a pu gérer aussi, parce qu'elle est canadienne déjà, c'est plus facile. Elle connaissait tous ces systèmes-là que nous, on ne connaissait pas. Donc, ça a été 3 semaines où on a vécu que pour ça. Où notre aventure légère et de fuite au Canada n'existait plus, en fait. C'était plus du tout ça. Et ça a été dur, en fait, parce que c'est pas comme ça qu'on l'imaginait. Et on savait pas tellement quoi faire. Et puis, à côté de ça, on n'avait pas de boulot, on n'avait pas de tout ça. Donc, il fallait apprendre à gérer ça aussi. Et donc sa belle-mère est arrivée et il est reparti.
en France. Et voilà. Et en fait, lui, il a été diagnostiqué schizophrène. Aujourd'hui, il va très bien. Il va très bien. D'ailleurs, c'est un petit miracle parce qu'en fait, il a refait des crises après en rentrant en France et ça a mis du temps à guérir. Mais en fait, là, il a plus de symptômes, plus du tout. Il a plus aucune médication non plus. Donc, il va très bien. C'est le parrain de ma fille, d'ailleurs. Et il est en pleine forme. Et moi, de le voir aujourd'hui, de le voir évoluer, c'est quelque chose d'assez fort pour moi parce qu'en fait, après avoir vécu tout ça et après avoir vu tout ça, enfin, il y a toujours un côté de moi qui m'inquiète pour lui, toujours. Mais de voir ça, ça me rassure. Et puis, bien sûr, ça a créé un lien qui est assez... parce que ce qu'on a vécu ensemble, ça, personne ne peut l'enlever. Il sait, du coup, lui, ce qui s'est passé? Il sait ce par quoi vous vous êtes passé? Il le sait, il le saura peut-être un peu plus. Et encore, je suis pas allée dans les détails en écoutant le podcast, mais on en a beaucoup parlé. Parce qu'en fait, après, quand on est rentré... parce qu'en fait, quand il est rentré en France, on n'avait plus de nouvelles. Personne ne nous donnait des nouvelles. Et ça, c'était assez dur pour nous à vivre aussi. Il y avait juste un copain qui arrivait à faire le relais parce qu'il avait bien compris l'importance que c'était pour nous de savoir. Mais sinon, la famille, on n'avait aucune nouvelle de personne. Donc, on ne savait pas ce qui se passait. Ça, c'était assez dur pour nous à vivre. Vous avez imaginé à ce moment-là mettre un terme à l'aventure PVT? Non, parce qu'en fait, on ne pouvait rien faire. On serait rentré en France, pourquoi faire? On n'avait aucun... on n'était pas sa famille, on n'était pas... De toute façon, même les administrations hospitalières en France ne nous auraient rien dit. On n'aurait pas pu être là pour lui et il n'avait pas besoin de ça. Et en fait, je crois qu'il nous en aurait beaucoup voulu si on était rentré. Parce que c'était son rêve à lui aussi, en fait, cette aventure-là. Et qu'on le vive pas et qu'on n'y soit pas resté. En fait, je crois qu'il s'en serait déjà beaucoup voulu, lui. Mmh. De ça, d'avoir gâché ça et on pouvait pas lui faire ça en plus. Et puis pour nous, il n'y avait pas d'intérêt à rentrer en fait. Rentrer pourquoi? Pour trouver quoi? On n'avait pas de vie en France. Notre vie, elle était en construction au Canada. Non, on s'est pas dit une seule fois qu'on allait rentrer. D'accord. En tout cas, pas à ce moment-là. Mais voilà, il a fallu quand même du temps et après, on était des robots en fait. Quand il est reparti, on profitait pas du tout de notre aventure. Les visites, c'était même pas la peine d'y penser. C'était mécanique, on profitait de rien de ce qu'il y avait autour de nous. De rien du tout. Au bout de quelques semaines, il y a ma mère et ma sœur qui sont venues nous rendre visite et là, ça a été le point de départ où vraiment, parce que du coup, comme elles étaient là, on a fait des trucs. On a fait un peu les touristes et tout ça. Et du coup, on s'est rendu compte de ce qu'il y avait autour de nous. Et c'est à partir de là qu'on a commencé vraiment à revivre, en fait, entre guillemets, et à respirer. Mais entre le moment où ça a commencé, où les crises ont commencé, jusqu'au moment où ma mère est arrivée, non, on a surtout été en mode automatique et robot et on n'a pas vécu notre aventure canadienne comme on l'avait imaginé, en tout cas. Ouais, elles vous ont réancré peut-être un petit peu dans le présent et dans le moment et dans le lieu, quoi, du coup. Alors du coup, donc, tu as commencé à chercher un boulot? Ouais, alors ça, c'est venu assez vite parce qu'en fait, il fallait absolument qu'on quitte cet appartement quand il est parti parce que c'était trop dur en fait. À chaque fois que tu rentrais dans la pièce, tu avais tout, tu sais, comme des flashs en fait qui arrivaient de tout ce qui s'était passé, parce que c'était horrible en fait. C'était des images d'horreur en fait. Et on pouvait plus. Donc, mais pour trouver un appartement, il fallait avoir un job. Donc du coup, on s'est vite occupé de ça. Et on a eu la chance d'être en contact avec quelqu'un qui nous a aidé à trouver un boulot et on a trouvé tous les deux un boulot dans le même restaurant, un resto français. Ils avaient un espèce de comptoir à l'avant du restaurant où tout était exposé, les gâteaux, les antipastis, c'était un restaurant méditerranéen, et les viennoiseries pour le brunch et tout ça. Et en fait, moi, j'étais en charge de tout ça. Donc, je faisais les gâteaux, c'est drôle quand on pense à ma vie aujourd'hui. Et donc, ça vous a permis donc de vivre, comment s'est passée du coup la suite du séjour? T'étais partie pour rester 6 mois. Ouais, c'est ça. Du coup, ça passe assez vite, j'imagine. Ça passe très vite parce qu'on est arrivé en février. J'ai trouvé un boulot. Je pense que j'ai commencé mon boulot fin mars, un truc comme ça. Donc, quand il est parti, en fait, on a trouvé notre boulot fin mars. Et puis après, ça roulait. Et en fait, ce qu'il y avait de cool, c'est que dans ce boulot-là, il y avait beaucoup de Français qui travaillaient dans ce resto. Et donc, du coup, on a vite créé des liens avec des gens qui étaient français. Et je ne sais pas pourquoi on en avait besoin, mais on en avait besoin à ce moment-là de créer du lien avec des personnes qui étaient françaises. Et on a créé des liens avec des gens qui sont toujours mes amis, qui habitent à Lille maintenant, aujourd'hui, donc c'est assez drôle, mais c'était pas le cas à l'époque, mais du coup, c'est assez drôle. Et puis, en fait, petit à petit, on a créé un réseau comme ça, où notre vie, c'était d'aller au boulot, de faire des hikes, d'aller chiller à la plage, de faire des trucs avec des copains, des soirées, des trucs comme ça.
Et c'était ça notre vie en fait. Finalement, ça a été ça beaucoup notre vie. Et voir le réel et partir un peu à mérite. Entre-temps, moi, je suis rentrée en France parce que ma grand-mère est décédée. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte de la chance que j'avais en fait. C'était fin juin. Et je suis rentrée une semaine et je me suis dit non, mais en fait, il faut que je reparte et que je vive vraiment ce truc-là à fond parce que c'est important et que ça se reproduira pas et qu'en fait, la vie est trop courte. Donc, quand je suis rentrée, c'était en début juillet, c'était l'anniversaire des filles, donc elles sont jumelles, donc c'était leur anniversaire. On est parti en camping en mode vraiment, tu vois, les films américains, les ados en camping, bah c'était ça. Les filières en plein milieu, les feux de camp et tout ça, mais vraiment le truc le pur cliché. Et en fait, à partir de là, ça a été comme ça tout le temps. Enfin, c'était assez chouette. Et c'est posé la question du retour, puisque comme on était censé rentrer en septembre, en fait, début août, on s'est regardé et s'est dit non, mais en fait, moi, je ne veux pas rentrer. Est-ce que tu veux rentrer? Non, je ne veux pas rentrer. Ok, et ben on reste en fait. Et donc du coup, moi, j'avais déjà utilisé mon billet d'avion de toute façon retour pour partir, pour rentrer. Donc j'avais juste un nouveau billet à prendre pour la fin de mon PVT, donc c'était pas un souci. Et lui, il a réussi à décaler son billet d'avion de retour et en fait, c'est tout. On a décidé de rester. Notre boulot, on l'avait de toute façon, donc ça changeait pas. Et on a continué notre vie comme ça, en fait. Et après, ça a été des rencontres, ça a été des Thanksgiving, ça a été juste la vie qui a suivi son cours petit à petit d'un PVT. Les personnes françaises, francophones que tu rencontres à l'étranger deviennent rapidement comme ta famille, en fait. Et c'était assez chouette, ça, ces moments-là où, en fait, on se retrouvait, on pouvait se plaindre de ne pas avoir de fromage, on pouvait... Avec les francophones ou les Français, moi, que j'ai rencontrés comme ça à l'étranger, c'est des gens à qui je sais que si j'étais restée à Paris, on se serait jamais adressé la parole. Et en fait, rien que ça, alors bien sûr, rencontrer les locaux, c'est hyper riche et tout, mais rien que ça, même, ça te fait vraiment sortir de ta zone de confort par rapport aux Français qui sont supposément de la même culture que toi. Tu découvres quelque chose de complètement différent, complètement nouveau, et c'est super riche. Mais en fait, je trouve que, en fait, on a tous une chose en commun quand on est français à l'étranger, c'est qu'on est expatrié. Et ça, en fait, il y a que quand tu vis à l'étranger que tu peux le comprendre. C'est quelque chose que tu peux pas comprendre. Et à partir de cette chose-là en commun, ça te donne d'autres choses en commun. Alors que si vous étiez, en France, sans être expatrié, il y avait rien en commun, en fait, à la base. Il n'y avait pas de socle commun. Là, on en a, on est loin de nos familles, on est loin de nos pays, loin de notre culture. Et tu te rends compte, moi, je me suis jamais sentie aussi française qu'à l'étranger. Oh, c'est clair. C'est assez dingue. C'est un sentiment que jamais, au contraire, même c'est assez mal vu. J'ai l'impression en France de vraiment affirmer cette nationalité. Ça fait tout de suite très extrême droite. Alors qu'à l'étranger, pas du tout. Et au contraire, en fait, t'es tellement presque admiré parce que t'es français, alors que t'as rien fait, t'es juste né sur un territoire. Mais t'es tellement vu comme ça doit être génial, le romantisme, machin, tout le monde croit que tu bois du vin rouge à 6h du matin et que tu vas chercher ta baguette. C'est cliché, mais c'est vraiment ce qu'ils pensent de nous, en fait. C'est ça qui est assez fou. Du coup, tu te rends compte dans les yeux des autres la chance que tu as d'être né là, d'avoir cette culture-là qui est importante. J'ai jamais manqué, le fromage m'a jamais autant manqué qu'à l'étranger, alors qu'en fait, quand je suis ici, j'en mange pas. Et pour la petite histoire, ma mère est revenue nous rendre visite une autre fois et parce que je viens du nord de la France, elle a pris l'avion avec un maroilles dans sa valise. Qui est le fromage du nord de la France, un fromage qui fouette. Et ouais, et en fait, elle est arrivée dans l'appartement, elle a ouvert sa valise, mais c'était l'enfer. Je sais même pas comment ils ont pas capté à l'aéroport qu'il y avait un truc, parce que franchement, ça sentait mais tellement fort. Mais donc, du coup, on était contents, on avait notre maroilles. Du coup, je ferme les yeux. J'ai envie que tu m'amènes à Vancouver, là, tout de suite. Tu m'amènes où? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? C'est quoi ton quartier préféré? Raconte un peu. Alors, en fait, ce qu'il y a d'assez fou à Vancouver, c'est qu'en fait, t'as tout. T'as tout ce que la beauté de la nature, tout ce que la terre peut t'apporter, tu l'as dans une ville, en fait. Parce que tu as la montagne, donc t'as toutes les randonnées, t'as les stations de ski. T'as l'hiver, donc en fait tu peux aller skier et faire ta saison tranquille comme si t'habitais au bord des Alpes, en fait, la même chose. L'été t'as la mer, t'as la plage, dans la même ville, donc tu vas à la plage, tu fais ton truc de beach volley, tu fais tout ça. T'as ça, et t'as la ville, en fait, t'as un esprit citadin avec les tours géantes, voilà. Il y a beaucoup de films d'ailleurs qui sont tournés à Vancouver. Il y en a énormément, et en fait, t'as des tournages à tous les coins de rue. C'est la vie à l'américaine qui peut te faire rêver, tu sais, quand tu penses New York City, tous ces trucs comme ça, tu l'as. Et donc, en fait, t'as absolument tout. T'es dans une grande ville et tu respires le grand air en même temps.
C'est une ville qui est hyper green. Vraiment, t'as tout. Et puis t'as les quartiers typiques comme dans la plupart des grandes villes américaines. T'as Chinatown, t'as le quartier indien, t'as le quartier, enfin tout ça. Et t'as un quartier qui s'appelle Yaletown aussi, qui rappelle énormément le sud de la France. Je trouve ça assez intéressant. C'est vraiment cool. C'est là où était le restaurant d'ailleurs dans lequel je travaillais. Et voilà. En fait, un quartier préféré, je sais pas si j'en ai un, parce qu'ils ont tous une particularité. Tu vois, à Kitsilano, t'as la plage, et t'es vraiment en mode, t'es à Los Angeles presque, enfin, sauf qu'il fait un peu plus froid quand même, il fait pas 40 degrés. T'as East Van où c'est plus branchouille, tu sais, genre tous les cool kids sont dans ce quartier-là. C'est un peu moins cher aussi au niveau des loyers. T'as Downtown où vraiment t'as la vie avec les grandes tours et des gens un peu hype qui habitent là. Après t'as North Vancouver où là c'est un peu plus familial. T'as vraiment des familles qui habitent. T'as West Van aussi où t'as encore plus de familles, et c'est un quartier vraiment très riche parce que, tu sais, ça fait vraiment penser. T'as plein de maisons au bord de la mer, vraiment ce genre de truc. Et t'as Stanley Park qui est le deuxième parc le plus grand après Central Park en Amérique du Nord. C'est pareil, c'est un écrin de nature en plein milieu du centre-ville, et ça c'est la ville qui regroupe à peu près tout ce qu'on veut en fait. Enfin, en tout cas moi, de mon point de vue, c'était vraiment. J'ai jamais vu une ville qui regroupait autant de choses, tu vois, différentes, parce que parfois tu as l'impression de devoir choisir entre la montagne, la mer, la campagne ou la ville quand tu veux t'installer quelque part. À Vancouver, t'as pas à choisir, et c'est ça qui est assez impressionnant, je trouve. Ça, c'est génial, non? Ça fait rêver. On va revenir après sur les circonstances de ton retour, mais c'est une ville dans laquelle tu te verrais revivre du coup? Plus aujourd'hui. À l'époque, oui, je voulais pas rentrer. Moi, c'était ma vie. Je l'imaginais parfaitement là-bas, parce qu'en fait, tu peux carrément t'imaginer avoir une carrière là-bas. Tu peux carrément t'imaginer avoir des enfants là-bas. Enfin, tout ça, c'est pas impossible, tu vois. Tu vois la différence, si je peux comparer à Paris, par exemple, je m'imaginais pas vivre, avoir des enfants à Paris, tu vois. À Lille, oui, mais mais à Lille, c'est encore autre chose. Du coup, il y a plein de choses que je retrouve. Mais ouais, à Vancouver, en fait, j'avais l'impression que tu pouvais tout faire. Je pouvais tout faire en fait. Il y avait pas de limite à l'ambition que j'avais dans ma vie, en tout cas. Je n'ai qu'une hâte, c'est qu'on rouvre les frontières, parce que ça fait partie un peu de mes targets pour 2021, 2022, on verra. Du coup, donc vous étendez votre séjour. On revient un peu dans votre histoire. Ouais. J'imagine que l'heure du retour approche. Comment est-ce que tu vis ça? Comme tu dis, tu n'avais pas envie de rentrer. Ah, très mal. Comment ça s'est passé tout ça? Je vis vraiment très mal le retour. Je veux pas en entendre parler. D'ailleurs, là, tu vois, sais, sur Facebook, t'as les souvenirs qui reviennent. Je vois des trucs que j'écris. Je mettais des statuts en mode, ne me parlez pas du retour. Vous êtes peut-être content de me voir, mais moi, je veux pas en entendre parler. C'est pas que j'étais pas contente de voir les gens. Après, j'étais jeune aussi, donc peut-être que j'aurais parlé avec moins de tact qu'aujourd'hui. Mais vraiment, je voulais pas en entendre parler. C'était pas envisageable pour moi. J'ai quitté mon job en janvier. On est parti en road trip sur la côte ouest américaine. C'était trop cool. Et après, c'était le dernier mois où, ça a été que ça, des trips, des voyages. On est parti à la montagne avec les copains français, en mode on est dans les Alpes. Et ça a été ça pendant le dernier mois où en fait, moi, je voulais pas rentrer. Et à l'époque, il y avait que 12 mois possibles pour un PVT. Aujourd'hui, c'est 24 mois. On peut l'étendre. À l'époque, c'était pas le cas, mais tu pouvais partir sur une RP. Je ne sais même plus ce que c'est. Une résidence permanente? Ouais, c'est ça. Et en fait, il suffisait d'avoir, en gros, que ton employeur te soutienne là-dessus et te dise qu'il veut te garder parce que tu as tel skills, et t'avais ta RP. Et mon employeur, à l'époque, était un Français qui avait déjà fait ça avec d'autres personnes qui travaillaient sur le resto, et je savais très, très bien que c'était possible, en fait. Et moi, je ne voulais que ça. Moi, j'étais à deux doigts d'aller demander à mon boss, est-ce que tu peux inscrire des trucs en ma faveur pour avoir une RP? Seulement, j'étais pas partie toute seule et j'étais très amoureuse, et lui ne voulait pas rester. Alors, pour une raison qui m'est toujours obscure aujourd'hui, mais ouais, il avait envie de rentrer, il avait l'impression de manquer des choses, il avait envie de retrouver des gens. Moi, je trouvais pas que c'était une raison suffisante. Je lui disais tout le temps, mais si tu veux les revoir, vas-y, tu vas 3 semaines et puis tu reviens, c'est pas un problème, tu vois. Et, et moi, c'était des raisons que je comprenais pas. Je voulais pas rentrer en France. Pour moi, rentrer en France, ça voulait dire affronter tout ce que j'avais fui en plus. Et ça, c'était inimaginable pour moi. Voilà. Mais je l'ai quand même fait parce qu'en fait, dans ma tête, ça a été, je préfère être en France avec lui qu'être au Canada sans lui. L'histoire verra que c'était pas forcément la meilleure façon de penser. Mais voilà, je suis rentrée comme ça, et ça a été tellement dur quand je suis rentrée. Je suis rentrée chez ma mère, dans le nord de la France, dans l'Avesnois. Donc, il y avait les gens avec qui j'ai grandi. Et c'était bien, mais et je sais pas s'ils écouteront là, et j'espère qu'ils seront pas vexés, mais c'était pas suffisant. Et en fait, tu vois, ce qui est assez difficile, c'est que tu rentres et en fait, tout le monde s'attend à ce que tu racontes.
Leur raconter, d'accord, mais ils auraient jamais compris. Et moi, je veux pas juste qu'ils m'écoutent, je veux qu'ils me comprennent. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que j'en ai jamais parlé. Tu vois, tout ce qui s'est passé au Canada, j'en ai jamais parlé. Et surtout qu'en plus, de ce qui s'est passé après, je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler. Donc, en fait, on s'est retrouvés tous les deux dans notre bulle, là, où, en fait, personne nous comprenait parce qu'en fait, juste, on n'était pas accessible non plus. On était, tu sais, dans une espèce de deuil. Et avec le recul, je cherchais des articles partout sur Internet. T'avais ce truc de phénomène d'expatriation inversée. Je sais pas, il y avait des articles sur ça. Et du coup, je me retrouvais tellement dans tous ces trucs-là, dans toutes ces personnes qui étaient rentrées et qui avaient tellement galéré. Et puis, tout était difficile, l'administratif, il fallait, trouver un job. Et puis, un mois après notre retour, j'ai eu la surprise de me faire larguer comme une crotte. Donc, en fait, Flo m'a quittée un mois après. Là, j'ai ressenti vraiment une grosse injustice. Je me retrouvais dans un endroit que je détestais, avec des gens que j'aime beaucoup, mais j'avais pas envie de ça, en fait. Et j'avais l'impression d'avoir tout perdu, d'avoir perdu toute ma vie. Et je pense que c'est aussi pour ça que mon arrivée à Lille a été comme une nouvelle expatriation, parce que j'ai recommencé une vie qui est complètement autre de celle que j'avais avant. Et ouais, ça a été dur parce qu'il y avait plus personne autour de moi. Surtout qu'en fait, comme Flo était mon meilleur ami avant qu'on soit ensemble, on avait les mêmes amis. Du jour au lendemain, j'avais plus personne, j'avais plus rien, j'avais plus personne à qui parler, il y a plus personne qui pouvait me comprendre. Je ne pouvais pas regarder les photos, je ne pouvais pas penser à Vancouver parce qu'en fait, tout me ramenait à lui. Ce retour-là a été une des plus grosses claques, clairement, de ma vie. Et j'avais qu'une idée en tête, c'était repartir. J'ai essayé, mais j'avais pas les fonds financiers pour à ce moment-là. Comme j'étais rentrée en France, la RP était un peu plus compliquée à obtenir. D'accord. C'est plus facile quand tu es sur place que loin. Et puis, comme j'étais partie depuis un petit moment déjà, moi, mon poste avait déjà été remplacé. Donc, j'avais plus tout ça. Donc, je pouvais pas repartir comme je voulais. Par contre, j'étais en communication constante avec Marion, qui était ma super rencontre et ma super amie au Canada. Mon corps était en France, mais mon esprit n'était pas du tout, en fait. Et j'ai voulu repartir. Et en fait, finalement, je l'ai pas fait. Quand je suis arrivée à Lille, pourtant c'est dans le nord de la France, hein, mais je connaissais personne en fait quand je suis arrivée à Lille. Et j'ai pas voulu non plus parce que s'il y avait des gens que je connaissais, mais j'ai pas voulu y aller parce qu'en fait, ça me ramenait trop à tout ce que j'avais plus. Et donc, j'ai repris mes études avec une seule idée en tête, faire mon stage d'études au Canada. C'était ça. C'était OK. C'est 1 an, la première année, tu te fais violence, tu fais tes études et puis après, tu pourras partir sur la deuxième année au Canada. C'était mon objectif et j'avais que ça en tête. Toujours le Canada et pas un autre pays. Il fallait que j'aille là-bas parce qu'en fait, si tu veux, j'avais pas eu de closure. En fait, ça s'était pas terminé comme moi je l'avais voulu. Tu vois, encore aujourd'hui, si je devais vivre ailleurs qu'à Lille, ça serait pas en France. J'irais pas ailleurs qu'à Lille en France parce que je suis vraiment bien ici. Par contre, si je devais vivre ailleurs, ça serait au Canada. Peut-être plus à Vancouver parce que je ne veux plus habiter à Vancouver, mais j'irais plutôt au Québec. Et c'est un truc que je pense qu'un jour je ferai. Je sais pas, j'ai trouvé tout ce que j'avais toujours voulu avoir en fait là-bas. Donc c'est magique pour moi. Et rien que de voir des photos, tu sais, je suis des comptes Instagram juste pour regarder les photos. Et tu dis que tu irais au Québec et que tu veux plus vivre à Vancouver. Tu sais expliquer pourquoi ça? J'y suis retournée pendant pour le mariage. Pour le mariage. Donc il y a 4 ans et demi, j'étais enceinte de ma fille. Et j'y étais toute seule. Ça, c'était un point d'honneur. Je voulais absolument y aller toute seule. J'étais avec Alexis, donc mon amoureux actuel. Et je voulais pas qu'il vienne avec moi, mais c'était viscéral. Il était hors de question pour moi qu'il vienne avec moi. Partager ça. Non, je voulais pas. Aujourd'hui, je pourrais. Et d'ailleurs, c'est un objectif un jour quand on pourra de nouveau voyager. Mais à l'époque, je ne pouvais pas parce qu'en fait, ça m'appartenait trop et que j'avais un truc à régler en fait avec cette ville. Il fallait que j'y aille et c'était moi toute seule. Et donc, ça t'a permis de fermer cette porte. Ouais, ça m'a permis ça parce qu'en fait, je suis pas restée très longtemps. Je suis restée une bonne semaine. Mais en même temps, j'ai pu de nouveau me balader dans les quartiers que j'aimais bien, de voir et aussi d'enlever la magie, parce qu'en fait, je crois que pendant toutes ces années, au bout d'un moment, c'était devenu quelque chose, tu vois, d'idyllique et de très idéalisé. Et il fallait que j'enlève cette magie et je l'ai fait, parce que oui, c'est magique Vancouver, mais c'est pas que ça, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas, mais comme partout. Quand j'y suis allée, je me suis rendu compte que ma vie, je l'aimais. Et y retourner, ouais, ça m'a permis de dire au revoir à tout ça. De dire au revoir à Vancouver et à Mérite aussi, parce que Mérite, c'était aussi une histoire assez particulière, parce que c'est génial, c'est là où a été tourné le générique de Smallville. C'est une atmosphère vraiment très chouette et j'y ai vécu des choses. J'ai vécu Thanksgiving, j'ai vécu les campings, les machins, tout ça. Et c'était trop chouette. Et comme du coup, c'était le mariage de Ciné, je suis passée aussi par Mérite. Et de dire au revoir à tout ça,
Ça m'a permis de passer à autre chose, en tout cas de plus avoir cette obsession du Canada. Parce que quand j'ai rencontré mon mec, il faut savoir que je l'ai rencontré en juillet 2014 et moi, mon objectif, c'était de partir. Enfin, genre, si je l'avais pas rencontré 2 mois après, j'étais partie. Mais et je lui ai dit, alors t'attaches pas parce que je me casse. Tu pourras me dire tout ce que tu veux, mais je m'en vais. Et ça a été ça. Et finalement, je suis pas partie au Canada, je suis partie à Paris. Je suis partie quand même, parce que alors ça, c'était, je pense, un truc qu'il fallait que je fasse aussi, de m'affirmer, de dire je resterai pas pour un mec. Mais du coup, je suis partie à Paris. Mais je suis revenue. Mais de mon plein gré, parce que je l'avais décidé. C'était encore autre chose. Mais non, je suis pas partie finalement au Canada. Mais c'était un truc, c'était un sujet. Mais d'ailleurs, tous les gens que je rencontrais après, ça a été... on en parle, mais en fait, moi, je leur parlais que de ça. Mon mémoire de fin d'études, c'était sur la littérature de jeunesse québécoise. Enfin, je veux dire, ça a été jusque-là. Enfin, j'étais à fond. Enfin, ça a été toute ça. D'accord. Ça a été toute ma vie pendant un moment. Aujourd'hui, non, plus du tout. Est-ce que du coup, donc ta fille va avoir 4 ans, Alice, est-ce que tu souhaites lui faire découvrir le Canada ou est-ce que tu lui souhaites de pouvoir vivre une expatriation comme ça, loin de ses parents? J'imagine que c'est pas facile quand on est parent d'imaginer ça. Eh bien, les deux, en fait. J'aimerais beaucoup l'amener là-bas parce qu'en fait, j'ai ma famille canadienne, tu vois. Il y a des choses comme ça qui... Ciné, Laurel, c'est pas juste des copines que j'ai rencontrées en France, c'est ma famille. Elles sont... D'ailleurs, ils sont venus quand Alice avait 2 mois. Ils sont venus en France pour leur voyage de noces, Ciné et Calvin. Et donc, ils ont rencontré Alice. Donc, en fait, ils font partie de son histoire et elle fait partie de leur histoire aussi. Ils ont été les premières personnes à qui j'ai annoncé ma grossesse, d'ailleurs, parce que quand j'y suis allée, j'étais enceinte de 3 mois. Ils font partie de ma famille. Ils font maintenant partie de la famille d'Alexis aussi, parce qu'en fait, comme ils sont venus à la maison, ils le connaissent. Donc, c'est plus je vais leur faire découvrir quelque chose qu'ils connaissent pas, parce que c'est pas ça. Donc non, j'ai très envie d'y aller avec elle, j'ai très envie de lui montrer tout ça, avec un œil nouveau, avec une expérience qu'on aurait, tu vois. Moi, je veux pas lui raconter ce qui s'est passé par là-bas, parce que déjà, j'ai pas envie de lui parler de son parrain, comme ça, comme tout ce que j'ai évoqué, parce qu'il y a de ça, en fait. Le Canada, c'est ça aussi. Et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de lui raconter une vie qui n'est plus d'actualité. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle pas du Canada, parce qu'en fait, c'est tellement une autre vie. En fait, aujourd'hui, tout mon entourage connaît la Élise depuis septembre 2014. La Élise qu'il y avait avant, dans mon entourage, personne ne la connaît. Dans mon entourage aujourd'hui. Ouais, non, je suis une autre. Enfin, mes amis aujourd'hui ne connaissent pas qui j'étais avant. J'ai l'impression, tu vois, d'avoir eu un vrai avant et un vrai après. Les personnes qui me connaissaient avant sont des personnes que je vois de moins en moins et que j'éloigne en fait de plus en plus de moi, parce qu'en fait, c'est plus celle que je suis. Et alors, du coup, à quoi ressemblerait ta vie, tu penses, si t'étais jamais partie? Alors là, j'en ai aucune idée. Je sais même pas si je me serais vraiment épanouie, finalement. Je sais même pas si j'aurais osé entreprendre tout ce que j'entreprends aujourd'hui, en fait. Parce que, aussi bien que je me sois sentie à Vancouver, ça n'a rien à voir avec la façon dont je me sens aujourd'hui, en fait. Et je suis très attachée à ma ville. Je suis très attachée à l'île. Je suis très attachée à mon environnement, parce qu'en fait... cette ville m'a apporté tellement plus que n'importe quelle autre ville, en fait. J'ai l'impression que toute cette expérience, ça t'a appris beaucoup la détermination aussi. Peut-être. Ça m'a appris qu'en fait, il n'y a pas de fatalité et en fait, on peut se relever de tout. Que même à l'autre bout du monde, avec les pires galères du monde, tu peux t'en sortir, en fait. Et qu'il n'y a pas de... Moi, je dramatise rien. Je suis très positive comme personne, et même si je suis dans la merde, je sais que c'est temporaire, en fait. Et je pense que Vancouver m'a appris ça. M'a appris que, tu peux tomber très, 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 très bas, mais quand même te relever et t'en sortir, en fait. Je sais pas si j'ai vraiment appris des choses sur moi à Vancouver. Je pense que c'est venu après. Mais ce qui est certain, c'est que sans Vancouver, j'aurais pas appris tout ça. J'aurais pas pu faire tout ça. Et j'avais vraiment, vraiment besoin de fuir. Je crois qu'à Vancouver, pour la première fois, j'ai été celle que je voulais être aussi. Il y a de ça. C'est que personne me connaissait. Parce que moi, j'ai grandi dans un environnement où tout le monde me connaissait. Parce que de par le métier de mes parents et tout ça, j'ai grandi dans un environnement où vraiment tout le monde avait des a priori sur moi et tout le monde me connaissait. Et là, pour la première fois de ma vie, j'étais qui je voulais être. Et ça, c'était très agréable aussi d'être qui je voulais être. Et c'est ce que je suis d'ailleurs aujourd'hui. C'est ma nouvelle vie à Lille, ça a été ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas voulu chercher à retrouver des gens qui faisaient partie de ma vie d'avant quand je suis arrivée. C'est que je voulais être qui je voulais être. Est-ce qu'il y a un conseil ou un truc que tu aurais voulu savoir avant de partir, que tu pourrais partager avec quelqu'un qui se pose la question
En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'avec le PVT, on n'a rien à perdre. Parce que ça n'engage à rien, que c'est gratuit. Enfin non, je crois que t'es obligé d'avoir un montant certain sur ton compte en banque, mais qu'en soi, c'est vraiment très facile en fait. Et que pour tester l'expatriation, je pense vraiment qu'il n'y a rien de mieux que le PVT. Surtout qu'en fait, au Canada, c'est vraiment plus difficile à obtenir aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de pays où c'est très facile. Je sais que la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est hyper facile pour avoir des PVT. L'Argentine aussi, c'est assez facile. Bon, hors Covid, bien sûr. Je sais pas quelles sont les formalités en ce moment, mais mais en tout cas, je sais que c'est assez facile et que franchement, enfin, si on a envie de tester l'expatriation, c'est la meilleure façon de le faire. Par contre, si je pouvais donner un conseil, c'est de faire vraiment très très attention à son medical care, à son assurance maladie, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai sous-estimé. Et s'il n'y avait pas eu derrière quelqu'un pour rattraper ce qu'on avait sous-estimé par naïveté, parce qu'on pensait pas. La facture derrière, on est tellement insouciant en France sur ça. Parce qu'en fait, ici, il peut nous arriver n'importe quoi, c'est pas grave en fait. Jamais on ne sera pas soigné, jamais on aura des dettes parce qu'on a eu un accident, un cancer ou quoi que ce soit. Donc vraiment, après, je sais pas quelles sont les couvertures sociales dans tous les pays, mais en tout cas au Canada, ça ressemble un peu aux États-Unis. Et donc du coup, vraiment de faire attention à ça, de voir ce qui est couvert, si les rapatriements sont couverts, si on est hospitalisé, à quel niveau on est remboursé. Parce que pour le coup, ça aurait pu coûter vraiment très très cher s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour rattraper derrière notre insouciance en fait. Je pense que c'est un excellent conseil, effectivement. Je pense on sait ce qu'on a, mais on se rend pas compte de ce qu'on laisse quand on quitte, en tout cas sur ce point-là. Pour finir, je vais te demander, notre petite question traditionnelle de fin d'épisode, s'il y avait 3 choses que tu recommandais, 3 choses, alors peut-être, je sais pas, un truc à voir, un truc à ramener, un truc à goûter de ton expatriation de Vancouver, ce serait quoi? Alors culinairement, vraiment rien. D'accord, pas de problème. Non, parce que franchement, pour le coup, ça, j'en suis convaincue. Il y a vraiment rien. Tu manges italien, tu manges français, tu manges chinois, tu manges japonais, mais tu manges pas canadien, tu vois. À voir, je dirais, pour monter sur North Vancouver, t'as les Horseshoe Bay, t'as tout ça. Enfin, t'as vraiment des baies, des randonnées qui sont extraordinaires, qui sont magnifiques et que je recommande mais 1000 fois à faire et elles sont pas si difficiles. Même si on n'est pas très doué en randonnée, si on n'est pas un randonneur confirmé, il y a énormément de choses à faire et qui sont très accessibles, vraiment. L'université de la UBC, l'université de Colombie-Britannique, c'est assez énorme quand on part en voyage de voir à quel point en fait un campus, je pense que c'est à l'américaine, j'imagine que c'est pareil comme partout, mais à quel point ça ressemble vraiment à une ville et à quel point tu as tout en fait dedans. En tout cas en plus UBC c'est en bord de mer. Donc, tu as des falaises, c'est magnifique. Enfin, tu t'as vu sur le Pacifique. Et en fait, UBC, c'est à la pointe de Vancouver. Donc, en fait, tu as vu limite, enfin, t'as rien. De l'autre côté, c'est le Japon, tu vois. Donc, t'as rien. Et donc, ça, c'est vraiment assez incroyable. Et de partir aussi découvrir les petites villes de Colombie-Britannique. Parce que c'est une province qui est magnifique, qui a à offrir tellement. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de films qui sont tournés là-bas, parce que c'est des grands espaces avec des grands sapins, Twilight a été tourné là-bas, c'est ce genre d'espace-là, quoi. Où c'est de la forêt, vraiment tout est magnifique et aller vraiment à la découverte des petites villes à côté. Il y a Mérite, bien sûr, et il y en a d'autres encore plus loin et aller prendre la voiture pour ça. C'est magnifique. La qualité de vie est inégalable, je crois, en fait, en Colombie-Britannique. Moi, mes amis, tu vois, là, ils sont partis vivre en Ontario pour gagner beaucoup d'argent. Parce que là-bas, pour le coup, la qualité de vie est pas terrible, mais tu gagnes beaucoup d'argent. Et avec projet pour venir se réinstaller en Colombie-Britannique et vivre correctement en Colombie-Britannique, parce que c'est une qualité de vie que t'as pas ailleurs, en fait. Enfin, c'est vraiment, c'est ressourçant. C'est parfait, quoi. Merci. Anne-Fleur, de m'avoir permis de partager ça. C'est une grande première pour moi. C'est quelque chose d'assez privé et intime, parce que ça c'est une histoire assez douloureuse de mon parcours, même s'il y a aussi beaucoup de bonheur derrière mon expérience au Canada. J'espère que ça aura plu et que ce sera, voilà, enfin, c'est une expérience un peu différente, parce que c'est vrai que je parle pas forcément de ma vie au Canada en tant que telle, mais d'expérience. Non, mais je pense qu'en fait, c'est l'humain aussi, tu vois. Enfin,
l'expatriation, je pense que c'est vachement important de pouvoir remettre les choses dans leur contexte. L'expatriation, c'est pas juste je vais à la plage tous les jours et je prends des belles photos sur Instagram. Et enfin, tu vois, non, c'est pas ça. Mais en même temps, je pense que c'est important aussi de montrer que les aspects un peu plus dark, c'est des vraies vies qui se construisent en fait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à Élise Bulté pour ce chouette moment qu'on a passé ensemble il y a déjà un peu plus d'1 an, puisque cet épisode avait initialement été diffusé en saison 2 du podcast. Au travers de cet épisode, je trouve qu'il est important de rappeler que la santé mentale, c'est aussi la santé, et qu'il n'y a de honte à absolument rien, et encore moins à demander de l'aide. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi, et je vous remercie en tout cas de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous propose d'écouter un petit extrait du témoignage de la semaine prochaine. Soit tu peux regarder le truc macro ou micro. Dans le micro, évidemment, il y a plein de différences. Dans le macro, les blancs occidentaux, soyons honnêtes, on est tous un peu pareils. Dans les supermarchés, il y a une marque de bouffe qui est différente que les autres, mais bon, on mange tous du jambon, on boit de l'alcool, enfin c'est pas si différent que ça. Des fois on regarde le micro, mais en général ça se passe bien. Quand t'es européen et tu déménages en Chine, quand tu vas en vacances, tu fais wow. Quand tu vas de France à l'Espagne ou France à l'Angleterre ou l'Angleterre à la Suède et à l'Allemagne, en vacances t'arrives et tu dis oh ouais, l'architecture est différente, oh ils mangent à un horaire différent, mais bon, c'est pas un clash de culture. Et voilà, j'espère que votre été se passe bien. Encore merci d'être là chaque semaine. Prenez soin de vous et à mardi prochain pour une nouvelle histoire.